Bonjour, je suis Arnaud Ekem, le référent pour le BIA de l'Aéroclub de Marcillac, et je vais vous parler de l'histoire de l'aéronautique et de l'espace. Nous commencerons avec les tout premiers précurseurs, puis les plus légers que l'air. Ensuite, nous verrons les plus lourds que l'air, jusqu'à aujourd'hui, en passant par les premiers records avec les précurseurs, la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres et le temps des grandes traversées, la Seconde Guerre mondiale, le passage de l'hélice à la réaction, et enfin nous verrons l'espace, puisque son histoire ne commence qu'à partir des années 40, et qui va jusqu'à aujourd'hui et sûrement jusqu'à demain. Tout d'abord, un premier petit mot sur les tout premiers précurseurs. Avant 1783 et les premiers vols d'un engin plus léger que l'air, nous ne citerons que Léonard de Vinci, qui avait déjà à son époque inventé des machines qui pouvaient voler et qui avaient toutes comme particularité l'apparence des animaux, mais pour lesquels il fallait déjà une puissance, il l'avait dit, une puissance qui soit supérieure à ce que l'homme pouvait produire comme force. La seule invention qu'il ait testée avec un certain succès fut le tout premier parachute qu'il fit tester à l'un de ses serviteurs. Celui-ci descendit effectivement sans trop de casse à l'atterrissage, mais le vol par lui-même s'est passé d'une drôle de façon, puisque le parachute étant dépourvu d'une estrope de cheminée, c'est-à-dire d'un trou au milieu de la toile, fit qu'il descendit à l'image d'une feuille tombant d'un arbre. Et donc il faut attendre 1783 avec le premier vol de ce que l'on appelle aujourd'hui les ballons les plus légers que l'air. On commence donc en 1783 avec un ballon captif, le 14 septembre 1783, devant toute la cour réunie autour de Louis XVI, à Versailles, où un ballon captif à air chaud s'élève dans le ciel de Versailles avec comme passager, dans une cage en osier, un mouton, un canard et un coq. Premier vol d'un ballon avec des êtres vivants à bord. Le ballon s'élève au-dessus du château de Versailles. Les animaux, visiblement, n'ont pas été traumatisés, en tout cas, l'histoire ne le dit pas. Et il faut attendre encore un mois, le 14 octobre 1783, pour voir le premier vol humain à bord d'une montgolfière. Les frères Montgolfier donc ont conçu la montgolfière, car ils étaient donc fabricants de tissus et ont donc pu concevoir, grâce à cette matière première, le premier ballon, un ballon à air chaud, je le précise. Ils fabriquent une nouvelle montgolfière avec une véritable nacelle pour les deux hommes qui vont réaliser le premier vol humain de l'histoire, dans un plus léger que l'air. Ces deux personnes sont Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlandes. Ils s'élèveront pour cette première démonstration à 26 mètres. Mais d'autres vols auront lieu jusqu'en 1785 et le décès de Pilâtre de Rosiers à bord d'un ballon, mais d'un ballon à hydrogène. Le ballon à hydrogène qui, lui, existe depuis 1783. Et en 1785, première traversée de la Manche en ballon libre, piloté par un Français, Blanchard, et ayant avec lui un Anglais, John Jeffries. Voilà. Ils accomplissent cette traversée de l'Angleterre vers la France, c'est-à-dire aidés par les vents dominants. Là, on est au mois de janvier 1785. En juin, Pilâtre de Rosiers et l'un de ses compagnons tentent la même traversée, mais dans l'autre sens. Après avoir fait 5 km, le vent, malheureusement, les rabat vers la France et le ballon s'écrase, tuant ses deux occupants. Après ce premier accident mortel, il faut attendre la Révolution pour que l'on s'occupe à nouveau des ballons captifs, ballons à hydrogène. C'est le comité de salut public, le gouvernement de la France révolutionnaire, qui décide de la création d'une compagnie d'aérostiers. C'est donc la première application militaire d'un engin aérien. L'utilisation militaire donc de l'observation aérienne.
le renseignement sur le champ de bataille. Cela va avoir une grande incidence sur nos victoires, notamment en 1794 pour la bataille de Fleurus, où pendant plusieurs jours, grâce à un ballon captif, nos troupes vont connaître tous les mouvements des armées autrichiennes et prussiennes, ce qui nous donnera la victoire. On est en juin 1794. Autre utilisation en temps de guerre, on pourrait dire aujourd'hui que ça préfigure le transport militaire, c'est l'utilisation par Gambetta d'un ballon pour pouvoir quitter Paris, qui était encerclé en 1870 par les armées prussiennes, cette évasion ayant pour but de pouvoir continuer non seulement à gouverner la France, mais aussi de lever de nouvelles troupes pour faire cesser le siège de Paris. 1852, le premier vol d'un ballon dirigeable. C'est-à-dire qu'on va adjoindre un ballon à hydrogène, un moteur et des gouvernes pour pouvoir se déplacer là où on veut aller. Ceux-ci vont se développer petit à petit. On parle souvent de compétition dès les débuts de l'aviation. C'est tout à fait vrai et la première compétition aérienne eut lieu avec des ballons dirigeables. En 1900, c'est Henry Dutch qui crée une compétition dotée de 100 000 francs et qui est réservée aux seuls dirigeables, consistant à couvrir en moins de 30 minutes la distance entre Saint-Cloud et la Tour Eiffel. C'est Alberto Santos Dumont, un Brésilien, qui y participe et qui remporte le prix. Il réussit cet exploit le 19 octobre 1901 et s'offre le luxe d'en faire le tour. Nous passons au début du XXe siècle. L'ère industrielle a commencé depuis, en gros, une quarantaine d'années. Et l'Allemagne lance le Graf Zeppelin en 1906, le premier d'une longue lignée de dirigeables commerciaux, pouvant transporter des passagers et du fret. Les Allemands, pendant la guerre 14-18, vont employer les dirigeables à des fins de bombardement, principalement Londres. Car pour eux, Paris est à portée de leur artillerie, mais pas la capitale anglaise. Voici donc la deuxième utilisation militaire pour des engins aériens, le bombardement stratégique, c'est-à-dire on bombarde la capitale d'un pays pour frapper l'opinion publique et qu'elle demande à son gouvernement de céder devant les menaces de l'ennemi. Mais bien sûr, ces dirigeables sont toujours à l'hydrogène, ils sont donc très vulnérables à l'aviation qui s'est beaucoup développée, ils sont donc très vulnérables au tir des premiers avions de chasse. En 1930, le dirigeable britannique R-101 s'écrase, faisant 48 morts. L'hydrogène y est mis en cause et on passe donc de l'utilisation de l'hydrogène à l'utilisation de l'hélium, qui est beaucoup plus sûr, n'étant pas inflammable. Ensuite, pendant l'entre-deux-guerres, on interdit à l'Allemagne de construire des avions, mais aussi donc des dirigeables, et surtout, on interdit à l'Allemagne l'acquisition d'hélium, qui est employé aussi pour les dirigeables, mais qui n'est pas inflammable. En 1937, le plus grand des zeppelins jamais construits, avec plus de 250 mètres de long, l'Hindenburg, qui reliait l'Europe à New York et qui prend feu à son arrivée dans le New Jersey. Sur les 96 passagers, il y a 35 morts. C'est la fin des dirigeables. Ils sont désormais détrônés par les avions qui assurent les lignes aériennes depuis le milieu des années 20. La photo du tragique accident de l'Hindenburg a servi à illustrer la pochette du disque d'un groupe de rock très connu, Led Zeppelin. Maintenant, nous allons traiter des vols des plus lourds que l'air. Et l'on commence dès 1783 avec un hélicoptère miniature, un petit hélicoptère à 2 hélices, réalisé par Bienvenu et Launois et qui s'élève sur quelques mètres. Dans le même temps, en 1797, un premier saut en parachute à partir d'un ballon à hydrogène effectué par André Garnerin, le tout premier parachutiste de l'histoire. Et il faut attendre le milieu du 19e siècle pour voir apparaître les premiers plus lourds que l'air faisant des vols planés. En 1856, c'est Jean-Marie Lebris, avec un aéroplane de sa construction, l'aéroplane ressemblant à un oiseau, s'élançant depuis une charrette tirée par un cheval,
et qui réussit un vol de quelques dizaines de mètres. Ses premiers essais avec Jean-Marie Lebris concernent donc ce que l'on appelle aujourd'hui des planeurs. Ce ne sont pas encore des avions car ils ne sont pas encore motorisés. Nous y reviendrons plus tard. À la fin du 19e siècle, entre 1890 et 1896, c'est un Allemand qui effectue plus de 2000 vols avec plusieurs types de planeurs de son invention. Au contraire de ses prédécesseurs qui se demandaient comment les oiseaux volent, lui s'est posé la question pourquoi les oiseaux volent. Ils volent non seulement pour se déplacer, mais aussi pour se nourrir, bref, pour vivre. Et à partir du moment où il avait compris ce principe, il lui a suffi d'inventer des planeurs de différentes formes et réussir plus de 2000 vols. Malheureusement, le dernier lui est fatal puisqu'il fait une chute de 25 mètres, mais une chute à laquelle il ne réchappe pas. En 1897, c'est Clément Ader qui crée l'Éole. Là, on peut parler d'avion car ce n'est pas seulement un planeur, cette fois-ci, il est motorisé. Motorisé avec un moteur à vapeur et une hélice. C'est Clément Ader qui crée le mot avion à partir d'un acronyme, appareil volant imitant l'oiseau naturel. Ce qui fait A-V-I-O-N, l'avion était né. Mais ce vol n'a pas été homologué car Clément Ader étant financé par les militaires, on a gardé le secret du tout premier vol. Il en fera un autre pour le compte de l'armée avec l'avion numéro 3 qui lui comporte 2 moteurs à vapeur actionnant chacun une hélice et ce premier avion, l'Éole numéro 3, s'élève sur 200 mètres mais à une altitude de seulement quelques mètres. L'armée qui était très intéressée finalement voit peu d'utilité à l'engin. À noter le design de l'Éole qui ressemble beaucoup à la chauve-souris. Voyez comme quoi Batman n'a rien inventé. Entre 1898 et 1903, c'est un autre Français vivant aux États-Unis, Octave Chanute, qui fait voler des planeurs, reprenant ainsi non seulement les travaux d'Otto Lilienthal, mais s'intéressant aussi aux travaux de Clément Ader sur la motorisation justement de ces planeurs. Il travaillera en étroite collaboration avec les frères Wright, qui vont réussir à concevoir le Flyer, qui grâce à un moteur de moto, un moteur à piston cette fois-ci, et non plus un moteur à vapeur comme l'Éole, vont réussir plusieurs vols sur une plage de Caroline du Nord, aux États-Unis, un lieu nommé Kitty Hawk. Donc 1903, les premiers vols du Flyer, puisque dans la même journée, Orville puis Wilbur vont se relayer aux commandes du Flyer et lui faire des vols de plus en plus longs. Ce sont les premiers vols officiels d'un avion. En 1904, les frères Wright effectuent le premier vol en circuit fermé. Ce sont eux qui vont établir les premières normes pour les performances des futurs avions. En 1906, c'est le Brésilien Alberto Santos Dumont, qui s'est déjà illustré avec des dirigeables, qui, sur son avion le 14 bis, un modèle dérivé du Flyer des frères Wright, et qui s'élève sur 220 mètres à 5 mètres du sol. En 1906, une évolution capitale dans l'aviation, c'est un Français, Robert Esnault-Pelterie, qui invente le manche à balai, c'est-à-dire le regroupement des commandes de profondeur et de direction pour diriger un avion. Car jusque-là, il fallait tout faire à la force des bras, s'occuper de la direction, s'occuper de l'altitude avec plusieurs commandes, ce qui était rapidement très éprouvant pour le corps humain. Grâce à Robert Esnault-Pelterie, on peut désormais tout diriger avec une seule commande. 1907, un autre Français, Paul Cornu, qui crée le premier hélicoptère. L'histoire de l'hélicoptère que l'on verra un petit peu plus tard, ainsi que l'histoire de l'hydraviation. 1908, c'est le premier kilomètre en circuit fermé qui est bouclé sur un avion français, un avion voisin. Le pilote est Henri Farman. Henri Farman qui va devenir constructeur aéronautique lui-même. 1909, c'est Louis Blériot qui traverse la Manche pour la première fois avec un appareil de sa construction, le Blériot numéro 11. Pourquoi numéro 11? Tout simplement parce qu'il en a fait 10 auparavant, mais qui n'était pas assez puissant pour faire des longues distances.
Louis Blériot est celui qui est détenteur du tout premier brevet de pilote au monde. Ce premier vol de Louis Blériot à travers la Manche est une grande avancée pour l'époque. Non seulement on peut voler sur plusieurs dizaines de kilomètres, en l'occurrence dans son cas près de 38 kilomètres, mais en plus il relie un pays qui était une île et qui depuis n'en est plus une. C'est le London Times qui titre dès le lendemain « L'Angleterre n'est plus une île ». Cet exploit pour Blériot est important car non seulement il le sauve de la ruine, mais ce vol lui permet de recevoir une première commande de 500 Blériot 11. On peut dire que son appareil est le premier avion construit en série. Petite anecdote sur ce vol, une fois au sol, les premiers Anglais qui l'accueillent sont les douaniers. 1910, un autre type d'avion apparaît, l'hydravion, grâce à un Français, Henri Fabre, qui va rapidement développer toute une série d'hydravions qui vont assurer, pendant l'entre-deux-guerres, beaucoup de liaisons transocéaniques. Nous y reviendrons un peu plus loin. 1913, le premier vol d'un quadrimoteur. On passe d'un avion monomoteur directement à un quadrimoteur. C'est un Russe qui le construit, Igor Sikorsky, et qui baptise son appareil Le Grand. On imagine la taille qu'il lui fallait s'il avait besoin de 4 moteurs. Sikorsky qui va migrer aux États-Unis et qui va se spécialiser dans la construction des hélicoptères. 1913 toujours, un pilote effectue la première boucle, c'est-à-dire le premier looping. Il s'appelle Adolphe Pégoud. C'est lui qui est le père de l'acrobatie aérienne. Il y est venu tout simplement lors d'un vol, un vol qui devait être tout à fait classique et pendant lequel il n'arrivait plus à contrôler correctement son avion. Voyant que l'avion est incontrôlable, il saute en parachute. Pendant sa descente, il observe son avion. L'avion de lui-même commence à faire des figures. Voyant les évolutions un peu folles de son appareil, une fois au sol, il s'est dit pourquoi ne pas les recommencer, mais en étant aux commandes. L'avion qui, lui, s'est écrasé sur des arbres, n'a pas trop souffert, on le décroche de son arbre, on le répare, et Pégoud redécolle et tente de faire les premières acrobaties. Et c'est ainsi qu'il réussit donc en 1913 à faire la première boucle, le premier looping, comme on dit aujourd'hui, de l'aviation. Pendant ce temps, un autre Français, Roland Garros, réussit la traversée de la Méditerranée avec un avion Morane. On passe de la liaison du continent jusqu'à une île, de la France vers l'Angleterre, à maintenant une liaison transcontinentale, c'est-à-dire entre l'Europe jusqu'en Algérie. Enfin, la même année, c'est un autre Français, Maurice Prévost, qui bat le record de vitesse sur un Desperdussins. Il file à 204 km/h. En comparaison, aujourd'hui, c'est une vitesse de croisière pour un avion de tourisme et c'est à peine plus élevé comme vitesse pour l'atterrissage d'un avion à réaction.